Bonjour tous. Le professeur d'économie Nicolas Agbohou est bien connu pour ses critiques acerbes contre le franc CFA et les politiques néocoloniales de la France en Afrique. Lors de son passage sur Sud Radio il y a environ 5 ans, il a notamment dénoncé l'influence persistante de la France sur les économies africaines via le franc CFA, qu'il qualifie souvent d'outil d'exploitation et de domination économique. Principaux points soulevés par Nicolas Agbohou. 1. Contrôle monétaire par la France. Agbohou a expliqué que le franc CFA est une monnaie contrôlée par la France, où les pays africains utilisant cette monnaie doivent déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. Il a dénoncé cette situation comme une mainmise directe sur les économies africaines, empêchant les pays de jouir pleinement de leur souveraineté économique. 2. Le rôle des banques françaises. 3. Un outil de stagnation économique. 4. Critique de la dépendance structurelle. Ces critiques contre la France. Nicolas Agbohou n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a abordé le rôle de la France. Il a affirmé que la France maintient ses mécanismes pour continuer à exploiter les ressources naturelles africaines tout en garantissant un marché pour ses produits manufacturés. Il a également souligné que ce système profite à une élite africaine complice, qui bénéficie du statu quo, au détriment de la majorité de la population. Je vous laisse suivre le débat et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Des nouvelles lois en Alors France ça tombe bien, viennent de nous l'Union avons européenne. Nicolas Agbohou, donc vous avez écrit un livre de révolte sur le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Donc vous pensez que effectivement le franc CFA est un instrument de domination, parce que ça enlève quelque part les marges de manœuvre à tout un ensemble de pays africains, et ça lui enlève, c'est l'instrument rêvé idéal pour lui ôter toute souveraineté, quoi. C'est ça la thèse que vous développez. Oui. Déjà, il faut rappeler avec force que c'est vrai que la France a été la puissance colonisatrice, etc. Mais en ce qui concerne l'outil monétaire, la France a tiré des leçons de ce que nous appelons le nazisme monétaire, Voilà. dont la France a été victime. C'est-à-dire quand les nazis ont pris la France et les autres pays européens, les nazis non seulement versaient du sang, mais aussi au niveau économique et surtout monétaire, ils fabriquaient de la fausse monnaie. Et Dans les pays occupés, vous voulez dire? Dans les pays occupés, notamment en France. Et ces billets de banque fabriqués par les Allemands avaient cours légal ici, par exemple en France. Et avec ça, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. Et pourquoi vous dites nazi? Parce que est-ce que tous les pays colonisateurs font pas ça dans les pays colonisés? C'est une spécificité allemande? Oui. Ou est-ce qu'on le trouve partout? Bon, disons que nous nous appuyons sur le côté allemand. Parce que ça vous semble marquant, ça? Oui, c'est marquant, puisque quand même, la première comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien contre l'Allemagne, où c'est l'Allemagne qui va envahir les autres pays. Oui. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que ce puissant outil monétaire avait déjà été testé par l'Allemagne nazie dans les pays occupés. Oui, dans tous les autres pays, mais nous parlons précisément de la France, parce qu'il y a eu perpétuation par la France de ce même nazisme monétaire. Donc, nazisme monétaire, oui. Je vois d'ici les commentaires sur les réseaux sociaux qui vont parler de points Godwin d'entrée, là. Ok. Mais techniquement, ça correspond à quoi comme... Voilà. Techniquement, c'est... Comme caractéristique de... Parce que là, vous y allez fort. Hein. Oui. Comme outil de domination. Oui, d'abord, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une métaphore. C'est un fait historiquement... Au sens littéral. Pardon? Au sens littéral, Au sens littéral. Nazisme monétaire. Voilà, c'est le nazisme monétaire. Donc, alors, j'ai dit que décliner un petit peu, alors voilà. Voilà. Donc, les Allemands fabriquent des faux billets qu'on appelle, bon, pour être plus peut-être, on va dire la monnaie coloniale allemande. Oui. Mais c'est du nazisme monétaire. Et avec ces faux billets, qui n'ont cours légal que par exemple en France,
eh bien, les Allemands arrivaient à tout acheter. acheter. Ouais, d'accord, Ce sont des ça. faux papiers qui prennent le nom de monnaie ici, par exemple, en France. Vous savez que certains se vendaient sans même avoir besoin de billets en France pendant cette période. C'est autre chose Bon, encore, ça. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, d'abord, donc, reconnaître que, et d'abord, bien souligner que c'est du faux billet. Deuxièmement... Nicolas, les faux billets sont acceptés parce que il y a la force, en fait. C'est les militaires qui imposent qu'on accepte comprenez les pays. bien, Parce que c'était des faux- l'occupant allemand impose. Est-ce que Imposés par la c'était des force. faux billets fabriqués par En l'imprimerie? Allemagne? Non, donc pas par l'imprimerie nationale française. Nous sommes d'accord? Non, pas les Allemands eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que c'était des faux billets Oui. qui étaient reconnaissables Visuellement. visuellement ou pas? Oui, visuellement. Ouais, ouais. Ben, c'est parce que et malheureusement ici, on n'a pas le PowerPoint. Sinon, j'aurais montré des spécimens. D'accord, Donc, mais on les pourrait Allemands dire- viennent avec eux-mêmes. On pourrait dire que ce n'est pas des faux, mais des vrais billets, mais d'occupation, des billets coloniaux. Oui, c'est ce qu'on appelle une monnaie obsidionale, pour ne pas dire une monnaie de siège. Coloniale, une monnaie de siège. Voilà, D'accord. une monnaie de siège, une De toute monnaie façon, d'occupation. On sait bien que quelle est la légitimité en temps de guerre? C'est Bon, celui qui c'est a le la pouvoir force. qui décide du droit. Donc, faut bien être d'accord là-dessus. voilà. Et de toute Ensuite, façon, Dans tous les cas, le droit international n'est que ça. C'est le pouvoir de la force. Voilà. C'est une politesse quand on a gagné. On dit c'est du Deuxièmement- droit international. Vous êtes d'accord sur sa définition? Complètement. Voilà. Ouais. Donc, deuxièmement, non seulement les faux billets qu'eux, ils imposent aux pays occupés comme la France, qui devient pour eux un outil Pour s'approprier les richesses pour du pays. s'approprier les richesses. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse bien fonctionner? On va prendre un exemple. Les Allemands disent au gouvernement français vassalisé qui est ici à Paris, dit bon, par exemple, apportez-nous, admettons, pour 100 millions de pommes de terre. Il est évident que ce ne sont pas les ministres qui sont ici à Paris qui vont produire les pommes de terre. Donc, ils font pression sur le gouvernement français qui lui-même enlève l'argent de sa poche, paye cash les producteurs français, les agriculteurs français. Et En monnaie française? En monnaie française, déjà. Et ils obtiennent les pommes de terre qu'ils exportent en Allemagne. Seulement, les Allemands, pour payer ces Français, ils disent ceci. Nous ouvrons ici, à Berlin, chez nous, pour vous, la France, un compte. Et nous allons mettre un signe plus, c'est ce qu'on appelle créditer un compte. Que nous reconnaissons vous devoir, admettons, l'équivalent de 100 millions de Deutschmark. Ah oui. Seulement, pour pouvoir l'utiliser, il faut deux conditions. Première condition, vous les Français, vous devez importer de l'Allemagne, donc acheter Pour en équilibrer Allemagne la balance commerciale. des produits dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition est la plus terrible. Il faut l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Et c'est comment? ainsi... Ah oui, il n'a jamais donné l'autorisation. Donc, c'est- Bah alors, ça ne pouvait pas fonctionner s'il n'a pas. Pardon? Ça pouvait pas fonctionner s'il donnait pas l'autorisation. non, mais c'est la force d'occupation. Et ils ont besoin, par exemple, de telles matières ou bien de telles marchandises, eh bien, les Français sont obligés de produire. D'accord. Et on d'exporter. produit des patates et on importe peut-être des machines-outils ou des. Justement, ils n'importent même pas, les Français n'importent même pas. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui. Pour l'importation, il fallait l'autorisation et là, on n'avait jamais l'autorisation. Ce qui Non. fait qu'on n'arrêtait pas Non, d'exporter. justement, ça dit les On Français- n'arrêtait pas d'exporter, mais sans contrepartie. Donc, on Voilà, devenait de les plus en plus Français ne font endettés. que exporter, c'est tout. Et vous êtes en train de nous dire que ça fonctionne de la même manière pour le franc CFA. Je vais y C'est-à-dire que- parvenir, mais c'est j'aimerais ça. que... Alors voilà, C'est c'est là où ça ça va que- être intéressant. C'est ça que je Voilà. vois. L'articulation. Et quand vous lisez certains auteurs, comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, il dit que, par exemple, De quel endroit? Pétain. de la France. De la France, oui, d'accord. Voilà, donc, par exemple, de 1 milliard par mois sont passés jusqu'à 100 milliards, les Français. C'est-à-dire, ils font ce que lui, il appelle un préfinancement. Mais dans la réalité, les Français n'ont jamais récupéré un seul centime. Qu'est-ce que c'est que ce C'est ce chiffre? que nous dit aussi Pierre Arnoux. 1 milliard, 100 milliards, c'est quoi? C'est le chiffre des exportations de Ce sont des patates. chiffres d'exportation. En fait, ce sont les richesses que nous avons Que les consenties Français à exportent vers l'Allemagne. En fait, on les a comme données aux Allemands contre de C'est la dette, gratuit, en contre fait. de la dette Voilà, dont on n'a c'est jamais. ça, en fait. Je vais Voilà. oser un parallèle. Ah oui. C'est aujourd'hui ce qui se passe
avec l'extraterritorialité du droit américain, qui, alors c'est une force d'occupation, qui utilise des motifs fallacieux de corruption, mais qui disent vous êtes corrompu, etc. Et donc qui exporte d'une certaine manière les règles de droit américaines sur l'ensemble de la planète. On l'a vu aujourd'hui avec Alstom et General Electric, et qui, comme ça, vous menacent de 1000 ans de prison et prennent possession des intérêts stratégiques d'un État, en l'occurrence avec l'accord, pour ce qui nous concerne, de l'exécutif français. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour expliquer un petit peu à nos auditeurs quelle est cette notion de légitimité, quelle est la notion du droit international, des forces d'occupation. Parce que le droit, c'est pas une entité qui vole comme ça au-dessus de nos têtes. Le droit, c'est simplement mettre en concept la force et essayer de l'imposer par des règles qui finalement soient présentées de manière objective. C'est ça le droit. Bien. On est d'accord là-dessus ou... Alors, moi j'arrive à imaginer un droit qui soit... Je suis un peu provocateur, mais... Non, mais oui. C'est que je suis en train d'expliquer. Il faut terminer Je vais terminer les composantes du nazisme monétaire. Et on va arriver sur le cas du franc CFA. Donc, la même chose... On a vu 2 points pour l'instant. Pardon ? On a vu 2 points. On a vu la fabrication des faux billets, oui. Et puis le fait que soit imposé l'exportation de richesses en échange d'un compte... Voilà. Attention, c'est son côté prof, point 1, point 2. Hein. Je vérifie voilà. que faut attention. Je suis en train de montrer que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire pour l'appliquer aux Africains. Alors, le deuxième élément que beaucoup ne connaissent pas, c'est que quand le 6 juin 1944, les Alliés, notamment les Allemands, les Américains, ont débarqué en Normandie, ils sont venus avec des faux billets français que eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils sont venus avec des dollars américains, des dollars d'occupation. J'ai des spécimens même. Ils ont fait des faux billets français. Oui, français. Voilà. Hein. Ils avaient prévu une monnaie d'occupation sur le même modèle. Hein. Sous le système de Lamgot. Mais vous voyez que c'est pas que le nazisme. Vous voyez, en fait, c'est tous les occupants bien organisés qui se servent de la monnaie pour asservir. Moi, je suis sur un problème précis pour démontrer que le franc CFA qui circule en Afrique, c'est de faux billets. C'est de la monnaie d'occupation. Donc, je disais que la France a connu ça, a eu son expérience. Voilà. Donc, quand le général de Gaulle... Ce qu'il faut peut-être faire une petite incise très rapide, c'est expliquer comment on fabrique de la monnaie, parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. Hein, ça vient du latin, c'est la monnaie fiduciaire, fiducie, c'est-à-dire la confiance. La confiance, on imprime un bout de papier, et normalement, il y a des réserves qui sont conséquentes par rapport à ce bout de papier, et on vous dit, voilà, je te donne ce bout de papier en contrepartie de ton travail, de tes biens, etc. Mais il faut bien comprendre que si cette masse monétaire n'est pas contrôlée, si elle est créée comme ça, ex nihilo, par des organes, etc., qui sont hors contrôle, finalement, c'est ce que vous appelez la fausse monnaie, les faux billets, c'est-à-dire qu'ils n'ont, premièrement, pas de légitimité d'un point de vue du droit du pays, parce que c'est très important de mettre ces fondamentaux en place, parce que sinon, on va faire la confusion entre fausses monnaies, c'est-à-dire des fausses imprimeries qui impriment des faux billets. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir une souveraineté qui est capable. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être. Donc c'est à ça que je vais en venir. Si tu veux dire que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire, ensuite elle a l'expérience des Américains et le général de Gaulle, qui était bien sûr en exil en Angleterre, a déjà commencé à contester. Quand vous lisez ses mémoires, il en parle. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il a dit, mais c'est une atteinte gravissime à notre souveraineté. Donc, il savait très bien. Il savait ça très bien. C'est ainsi que, parce que lui, il s'est rendu compte que la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, qui était dans les mains d'une centaine de familles, était de connivence avec ces Américains. Donc, le 2 décembre 1945, il a donné des instructions à son ministre de l'économie et des finances, René Prével, de faire un projet de loi pour nationaliser l'émission. Pour nationaliser la Banque de France. C'est ça, l'émission de billets. La banque centrale. Parce qu'elle était privée depuis pour ceux qui nous écoutent. Elle était privée depuis. Donc, voilà. Nationaliser veut dire prendre du domaine privé
et l'amener dans le domaine public. Et à 93,70%, les parlementaires ont voté la nationalisation de la Banque de France. Bien. Mais dans le même mois de 1945, le 25 décembre 1945, eh bien, le même général de Gaulle l'a appliqué à l'Afrique. Le même général de Gaulle crée, à partir d'un seul décret, je ne dis pas à partir d'une loi, à partir d'un seul décret, décret 45-01-36, article 1er, eh bien, il crée le franc CFA. Le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire exactement ce dont il est en train de se protéger les États-Unis. Il le crée pour ses propres colonies, voilà. sans C'est-à-dire, aucune... lui, il se défend, ce qui est normal. Il agit en tant que grand patriote, c'est vrai, mais c'est en même temps un colonisateur. Donc, il applique ça à tous les États colonisés, notamment ceux d'Afrique dont nous parlons. Il y en avait déjà 14, c'est ça, 14-15 ? Ils sont 15, ceux dont nous parlons. Maintenant, comment fonctionne ce système? C'est parce que c'est ça c'est l'historique, mais pour montrer que c'est du nazisme monétaire. D'abord, je rappelle avec force, ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours au peuple. Il y a un débat au niveau européen. Non, oui. Non, ça c'est un autre qu'on puisse dire. Nicolas, ça c'est un autre problème. On est dans le même état. Oui, nous sommes dans la même situation. Nous on ne fait créons pas souvent ce genre de comparaison, mais j'aimerais, pour ne pas noyer le poisson, voilà. Oui, non, mais on regarde le problème de l'Afrique de façon précise. Voilà. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide, et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. Alors la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ça a pris beaucoup d'ampleur dans les 5 dernières années, notamment
La Chine investit beaucoup sur le continent africain. Oui. Est-ce que finalement le franc CFA est une manière de protéger l'Afrique d'une nouvelle colonisation chinoise, ou est-ce que pas du tout, c'est un peu la double peine? Comment ça fonctionne? Par exemple, les Chinois, comment ils font pour investir, pour se développer, pour prendre possession, on le voit, d'un certain nombre de ressources, parce qu'il y a des luttes très féroces entre les États-Unis, on va dire la Chine et la France, dans certains nombres, vous avez vu ce qui s'est passé avec les otages récemment, dans cette zone saharienne, cette zone du Sahel, où on voit toutes les ressources minières, l'uranium, etc. Comment ça se passe? Est-ce que la Chine peut, d'une manière comme ça tout à fait libre, prendre possession des ressources? Est-ce que le franc CFA est une manière de les bloquer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une convertibilité, par exemple, de la monnaie chinoise? Parce que ça, c'est un point clé. Voilà. Le problème de la Chine et des autres grandes puissances, les États-Unis, et les États-Unis, on peut en parler. Mais je pense, pour donner plus de clarté à ceux qui nous écoutent sur le problème du franc CFA, il faut, parce que nous sommes limités dans le temps, expliquer grossièrement, enfin sommairement, les avantages et les inconvénients. Voilà, les avantages et les inconvénients. Et après, on verra, seulement, parce que c'est vrai que la convertibilité, mais après, on verra. Par là-dessus, on peut voir ça. Mais, parce que souvent, les gens ont tendance à évoquer ce genre de problèmes pour, si vous voulez, faire peur. Et sans comprendre les enjeux. Il faudrait voir les enjeux en positif et en négatif. Je vais rapidement donner l'information sur les 4 principes. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900... Ça veut dire centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année, vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973, c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui ne connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays, parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays,
il faut, oui. certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu. À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter tout le son monde vol. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire c'est-à-dire quand il dépose les devises, Oui. la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Oui. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à Vous la savez que seconde. c'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard, justement. Ah non, vous c'est êtes pas un un hasard, Français. certainement. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. Alors l'un et l'autre, vous comprenez qu'une des conséquences... Attendez, on va faire intervenir nos autres invités. Comment vous réagissez par rapport à ça? Notamment, oui, mais il faut que tout le monde parle. Mais il y a une information majeure que je voulais donner. On va donner la parole un petit peu. Sinon, on vous accuse de français. On va vous dire, vous êtes comme Giscard, vous parlez toujours. Et on va vous exporter à Chamalières. Attention. Nicolas, vous pouvez arriver à vous souvenir de là où vous vous êtes arrêté pour reprendre tout à l'heure? Mais oui. Après oui, je suis sur les conséquences. Voilà, sur les conséquences, en fait, il y avait les 4 principes, on a vu que le premier, la centralisation. On a vu que le premier. Il faudra voir les autres après. Voilà. Dans tout ce que vient d'exposer notre ami Nicolas, et qui est extrêmement intéressant. Ah oui, c'est super. Au niveau de l'analyse économique et monétaire de l'évolution de ce franc CFA, je mettrais un petit bémol, parce que moi, je suis un conseiller du président Gbagbo. Le président Gbagbo, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, a toujours dénoncé ce mécanisme du franc CFA tel qu'il l'a découvert, pas qu'il l'a découvert, mais qu'il a été obligé de le vivre quand il est devenu président en octobre 2000. Mais il y a dans l'histoire, si on veut la remonter complètement, et moi qui ai grandi en Côte d'Ivoire, le franc CFA, ça a été ma monnaie tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Il faut beaucoup de billets, ils sont très gros et c'est très impressionnant. Oui, quand on est gamin, c'est vrai. Et puis quand j'étais gamin, j'étais content de recevoir un petit billet de 500 francs CFA quand j'avais une bonne note à l'école. C'est ça. Pour m'acheter des chewing-gums. Mais pour être très sérieux, pour les Français aussi, il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle de la conférence de Brazzaville, on parle de la France et de ses colonies. Et le franc CFA, c'est un instrument dans des colonies. Jusqu'à l'indépendance des pays ex-colonisés, la France fait ce qu'elle veut, comme d'autres pays, à partir du moment où ils ont la souveraineté. La France avait la souveraineté sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, etc. Ce qui est important, c'est que après 1960, après les indépendances, la mécanique du franc CFA a continué. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'avant, c'est évident que la France n'allait pas faire quelque chose d'autre que d'utiliser une monnaie entre guillemets locale, totalement dépendante de la Banque de France, puisque ce sont des gens qui sont dans l'Empire français, dans l'Union française, comme il disait. C'est ça qui est choquant, c'est qu'il est continué. Ce qui est choquant, c'est qu'à partir des indépendances, après les indépendances, le mécanisme a perduré. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. On est passé du franc, comme l'a dit Nicolas, colonie française d'Afrique, à compte financier africain. Voilà. On a
conservé l'acronyme, on a changé le texte. Et c'est là qui est un peu... C'est comme En Marche et Emmanuel Macron. Oui. Je vous laisse le dire. Des jeux de mots perfides. Et aujourd'hui, le franc CFA, je mettrai quelques bémols. J'ai été conseiller français à l'époque au ministère des Finances en Côte d'Ivoire plusieurs années. J'ai une idée des mécanismes et j'ai une idée aussi de l'impérialisme financier et monétaire de la France, puisque il ne pouvait rien se passer dans un ministère ivoirien, en particulier aux finances, sans qu'il y ait eu un visa d'un responsable français sur un document monétaire. Alors, en quelle année ça? Dans les années... Moi, j'étais là-bas dans les années 75, c'est d'expliquer comment cet impérialisme financier peut encore se manifester dans la mesure où la France n'est plus une nation souveraine en termes d'émissions de billets, puisqu'on a perdu notre souveraineté. Et on arrive monétaire. quand même à être souverain. Et on arrive quand même à avoir une zone d'influence sur le continent africain. Donc, comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce que ça, c'est un point fondamental. On n'est plus souverain sur notre monnaie, mais on est quand même souverain sur les pays africains. Il y a un tour de passe-passe politique, c'est-à-dire que quand le franc a disparu, le franc CFA aurait dû disparaître puisqu'il était attaché au franc. Oui, il était attaché au franc, avec, évidemment. Donc, ça a été... il n'était convertible qu'avec le franc, d'ailleurs. Oui. Hein, si je me souviens bien. Oui, il était convertible à l'époque. Mais avec le franc. Avec le franc. Oui. Mais en revanche, à ce moment, il aurait dû disparaître. Et il y a eu des tractations, notamment avec l'Allemagne, pour qu'on accepte cette arrière-cuisine française, parce que... c'est un outil de domination dont on avait besoin. Non, c'est un outil d'ingérence et de domination politique, mais c'est aussi que ça fait partie du trésor. C'est pas en Banque de France à disposition comme on peut le penser. Oui. Ça fait partie du trésor français, ça fait partie du budget de la France. Du budget, ça fait partie des recettes dont on a besoin pour que les du trésor public, mais bien entendu. Parce que ça recettes, fait partie du budget de la France. Les exportations, les précieuses exportations rares et précieuses des pays africains qui se cassent la nénette pour être compétitifs, arrivent à vendre leurs richesses, leurs produits à l'étranger et qui en gagnent des devises. Des dollars, en gros, on leur en prend 50%. Comme si on exportait du cacao, du pétrole ou du... Bien entendu. Et on leur donne en échange des bouts de papier que sont les francs CFA qu'on fabrique à vil prix à Chamalières. Oui. Et les devises qui sont entrées, elles font partie de nos comptes, elles équilibrent nos comptes. Absolument. Non, mais c'est de la prédation, c'est de la prédation absolue. Quoi. Ça fait partie du trésor public français. Et c'est à ce titre-là. Et donc, même en passant à l'euro, on a dit ça, on veut le garder. En disant, ce n'est pas une affaire monétaire. Ça fait partie du budget de la France. C'est du pillage, c'est de la rapine. Non, mais pour obtenir avec les Allemands l'accord, ça fait partie de nos affaires internes de l'État. Comme si c'était la Corse ou le Cantal. Mais moi, la question très naïve que j'aurais, c'est pourquoi les pays africains laissent faire cette chose-là, le CFA. Il faudrait vraiment une réponse. Parce qu'il y a la corruption, c'est la corruption des élites. Et on va parler là, c'est le cœur de la France. La situation du président Gbagbo, la situation de la... Parce que le problème du franc CFA est un élément d'un tout. Et l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et du président Gbagbo et de ce qui s'est passé les 10 dernières années, ce qui nous a conduit à la CPI pendant 8 ans, 7 ans, le franc CFA n'est qu'un des éléments. Mais tout le problème, c'est la relation de souveraineté. Là, par exemple, l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire est une élection qui a été totalement fabriquée. Le résultat de l'élection en Côte d'Ivoire en 2010 on compte les bulletins de vote, et Gbagbo n'a fait qu'une chose. On a eu des observateurs français. Hein. On a demandé le recomptage des voix. Le recomptage des voix a été refusé. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rappeler ce qui s'est passé pendant cette élection. Qui a gagné et qui a été contesté? Je crois que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais ça a été contesté. Pour être très clair. Il faut rappeler ce qui s'est passé en 2010. Puisque j'ai dit qu'en 2000, le processus, je m'étais arrêté les observateurs, en 2000, Gbagbo est donc élu et la France immédiatement se dit un président socialiste en Côte d'Ivoire, c'est le mouton noir dans l'affaire et il faut que ça change. En 2002, il y a un coup d'État. Gbagbo est en Italie. Il y a un coup d'État à Abidjan qui se fait entre Korogo, Bouaké et Abidjan. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi? C'est le nom de ville que vous avez donné là, c'est ça? Les grandes villes de Côte d'Ivoire. Des forces viennent du Burkina Faso et envahissent la Côte d'Ivoire et descendent jusqu'à Abidjan. Le problème, c'est que ça vient du nord. L'armée ivoirienne s'est défendue et les rebelles ont été chassés d'Abidjan. Alors que Gbagbo est en Italie. Qu'est-ce qu'a fait Gbagbo ce jour-là? Il a dit, je suis le chef des armées, je rentre à Abidjan et je prends la tête de mon pays.
alors que n'importe quel chef d'État africain aurait fui en France. D'ailleurs, Chirac avait proposé à Gbagbo. Oui. Et ce jour-là, d'ailleurs, pour la petite histoire de la France-Afrique, c'est pas la première fois en le Afrique. président Gbagbo est à toujours l'hôtel Excelsior Via Veneto, pour ceux qui connaissent Rome. Et dans le hall de l'hôtel, il trouve Robert Bourgi, qui lui dit Laurent, puisqu'il l'avait connu comme professeur à Abidjan, Laurent, tu as un problème en Côte d'Ivoire, mais viens à Paris, comme ça tu te reposeras un peu. Fais comme les autres d'habitude, abandonne ton peuple, et puisqu'il y a un coup d'État. À Abidjan. Est-ce que tu as besoin d'un costume, un Bayard, ça te change un homme? Oui, mais ça, et donc, un Bourgi, ça te change un homme. Et vous allez avoir, je crois, plusieurs fois l'occasion de le souligner ce soir, c'est que Gbagbo est un honnête homme dans le ça, vraiment meilleur sens. Sur le plan de financier et de l'honnêteté financière, cet homme était étanche à toute la corruption. Et de l'intégrité, c'est tout à fait rare. À titre personnel. C'est ça. Attendez, pas trop de tiroirs, parce qu'après, c'est compliqué. Oui, juste une chose. Moi, j'avais posé une question très simple. C'est pourquoi ce système est resté en place. Et puis là, oui. Non, mais j'aimerais savoir pourquoi. Le lien. Nicolas va répondre aussi peut-être, mais je vais vous dire une chose. Une des raisons, on y est dedans, c'est que Gbagbo n'a pas été acheté et ne s'est jamais vendu. Ça paraît caricatural ce que je dis, mais c'est vrai. Réponse à la question. Si, c'est une réponse à la question. Beaucoup de chefs d'État africains sont tenus. Ouais. Vous comprenez? Beaucoup sont tenus. Gbagbo, ils ne l'ont jamais tenu. Il ne fait partie d'aucune franc-maçonnerie, d'aucun réseau. Il est ivoirien. Il a à son sens une mission pour son pays. C'est un homme politique ivoirien et il n'a jamais été acheté, jamais corrompu. Et même Ouattara lui a dit un jour comment ça se fait que tu en prends pas d'argent. Voilà. Et ce que tu veux dire, c'est que la réponse à la question, c'est que les autres sont corrompus. Ils sont tenus, leurs pays sont tenus par aussi les aides de la communauté européenne au niveau, niveau du fonctionnement des pays, et ils sont tenus individuellement. Ils ne sont pas tenus en étant achetés, ils sont tenus par la contrainte aussi, par l'intimidation, la peur, la dette. Oui. Et puis ils consentent à beaucoup de. C'est l'explication de la réponse. Ils sont tenus, bien sûr, ce sont des petits pays, il ne faut pas l'oublier, et ils consentent à beaucoup de compromis. Et Gbagbo aussi devrait être tenu aussi par la dette, le franc CFA, mais lui, il est incorruptible. En tant qu'homme, il n'a jamais été tenu en tant qu'homme politique. Exemple précis, il est élu en octobre 2000. Il fait venir son ministre des Finances, il lui dit « Prépare-moi ce qu'il a appelé le budget sécurisé ». Quelle année tu dis? En 2000, quand il est élu. Quand il a été élu la première fois. Enfin, la seule fois. La seule fois, d'ailleurs. Prépare-moi. Il a été élu C'est vrai. Prépare-moi un budget sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut que nos dépenses et nos recettes soient couvertes par les recettes locales. Équilibrées totalement. Il fallait rembourser la dette, surtout. Et si on fait des investissements, etc., à côté, on ira chercher de l'endettement quelque part, ou des impôts supplémentaires, ou de l'aide bilatérale ou multilatérale. Mais pour le budget général, il faut qu'il soit sécurisé. Et le budget de Gbagbo était autour de 2500 milliards à l'époque. Aujourd'hui, le budget de M. Ouattara, il est autour de 7000 milliards. Et à l'heure où on parle, je ne pense pas qu'il soit complètement couvert par les recettes de Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 25 à 30% du budget de M. Ouattara qui est lié à l'endettement extérieur. Vous savez, ça, c'est le cas de la France. Oui, mais depuis 35 ans, on arrive en juillet, on n'a plus d'argent. Oui, mais donc aujourd'hui, le premier poste ou le deuxième poste de remboursement, c'est le service de la dette de l'État. En Côte d'Ivoire, ça devient dramatique. Donc, si on compte vraiment tout ce qu'on doit, on est à 8 années de produit intérieur brut. Les gens disent une année, mais on est plutôt à 8, en fait. Si on compte les retraites, si on compte les collectivités locales, etc. J'aurais une autre question pour continuer sur Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il avait l'intention de sortir du système du franc CFA ou pas? Et est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il ait été mis sur la touche? J'ai fait une petite pause, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de... En conclusion, cette interview, comme d'autres interventions médiatiques de Nicolas Agboou, a contribué à populariser le débat sur le franc CFA et à sensibiliser davantage d'Africains, ainsi que des observateurs internationaux, à l'importance de réformer ou d'abandonner ce système. Ces arguments ont également alimenté les mouvements panafricanistes, qui militent pour une rupture totale avec les influences néocoloniales. Appel à l'émancipation monétaire. Le professeur a plaidé pour l'abandon pur et simple du franc CFA, qu'il considère comme un obstacle à l'autonomie économique et politique des pays africains. Selon lui, chaque pays devrait établir sa propre monnaie pour retrouver une réelle souveraineté. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est:
Le franc CFA est-il un outil de coopération ou une forme moderne d'esclavage économique? Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.